Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons des actualités assez intéressantes cette semaine-ci, notamment nous avons la RTX 3060 qui est sortie. On a aussi un petit peu de controverse au niveau de cette 3060, au niveau du fait qu'elle est nerfée au niveau du minage, mais aussi qu'NVIDIA par la même occasion a sorti une gamme de cartes graphiques faites pour le minage. Et il y a pas mal justement à débattre là-dessus. Et aussi, nous avons des actualités au niveau smartphone, notamment Android 12 qui commence à sortir en preview et d'autres petites actualités. Vous avez la table des matières dans la description si vous voulez sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Alors, première actu très rapide, c'est au niveau de la chaîne Texama. Maintenant, de temps en temps, dans l'onglet communauté, je poste des petits sondages. C'est le seul endroit où je peux poster des sondages sur YouTube à l'heure actuelle, vu qu'ils ont retiré les sondages sur les vidéos. Merci YouTube. Soi-disant, c'était pas très utilisé, donc ils ont décidé de le mettre dans l'onglet le moins utilisé de YouTube, l'onglet communauté. Enfin bref, dans tous les cas, je poste de temps en temps des sondages pour vous demander quelle vidéo que je suis en train de préparer vous intéresserait le plus, tout simplement. J'ai d'autres vidéos qui sont déjà en préparation et qui, bien souvent, par exemple, si c'est des reviews et qu'un produit sort un certain jour, ben là, la vidéo sortira quoi qu'il arrive, donc je ne demande pas vraiment l'avis. Ici, c'est plus les vidéos libres. Vous voyez que je peux sortir quand je veux et j'ai envie de voir, en gros, ben, laquelle vous voulez voir en premier. Donc j'ai déjà fait une fois ici, il y a un petit mois, notamment avec par exemple, oui, le test de l'écran 75 Hz 1080p, le montage d'un PC Mini TX en live, ça c'est prévu, ne vous inquiétez pas, ça arrive, j'ai tout ce qu'il faut. Ce sera monté dans un Cooler Master N200, c'est ça le nom. Je vais récupérer l'alimentation du NZXT H1 parce que j'en avais un. Mais bon, maintenant, vu que c'est un risque d'incendie, je vais juste prendre l'alimentation et la mettre dans le boîtier Cooler Master, qui est techniquement certainement la meilleure alternative, honnêtement, niveau Mini TX. Et puis, on aura genre une carte Mini TX en B550 d'Asus. Et aussi, normalement, peut-être, je ne sais pas encore pour le processeur, on verra bien. Mais certainement un 3900X. Ce qui est un petit peu overkill. Mais bon, c'est le seul que j'ai sous la main en réalité. Bref. Du coup, là, j'ai fait un autre sondage pour voir ce qui vous intéresserait le plus. Donc, n'hésitez pas à aller voter. S'il n'y a rien qui vous intéresse, laissez un commentaire avec des suggestions. S'il y a vraiment quelque chose que vous voulez voir arriver. Et si vous n'avez pas de suggestions, allez voir dans les commentaires s'il y a une suggestion qui vous intéresse et mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez mettre des pouces bleus sur les commentaires des autres personnes. Hein. Donc, notamment si on va sur les commentaires la dernière fois, il y avait déjà des suggestions. Vous pouvez faire un petit pouce bleu, j'aime ta suggestion. Et puis voilà, comme ça permet à moi de voir quelles suggestions sont les plus intéressantes dans les commentaires, justement. Du coup, là, on a le caméscope pas cher comme webcam de qualité. Donc, c'est notamment ce gars-là, il est juste ici. C'est un bête caméscope que j'ai coûté. Il m'a coûté 80 €. Bon, 80 €, c'était vraiment pas cher. En réalité, ça vous coûtera un petit peu plus. Mais avec les fameux, j'en ai encore ici, les fameux Camlink pas cher, là, ça vous fait un combo genre vraiment pas cher et ça donne une meilleure qualité qu'une webcam genre de qualité. Et une webcam qui coûte aussi cher, c'est ça le plus intéressant. On a aussi un test d'utilité des supports de ventilo d'ordi portable. Donc notamment, vous avez beaucoup de ces trucs-là hein, qui permettent de rehausser un peu l'ordi portable, mais aussi qui ont des ventilos et qui promettent que ça va refroidir à mort et tout ça. Est-ce vraiment utile? On testera un guide d'achat d'un ventilateur. C'est pas forcément un refroidissement processeur, je tiens à le préciser, c'est vraiment ventilateur de manière générale. Quels sont les meilleurs ventilateurs? La raison pour laquelle je vous propose cette idée-là, c'est parce que j'ai fait énormément de recherches sur les ventilateurs pour l'update de ma config, parce que je voulais trouver le ventilateur parfait. Le moins cher peut-être, mais surtout le meilleur niveau qualité-prix, tout ça. Donc j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Stream Deck du pauvre V2, c'est aussi simple que ça en parle. J'avais fait un Stream Deck du pauvre. Ça, c'est une V2 qui marche beaucoup mieux avec un autre logiciel, vous allez le voir. Et puis enfin, des vidéos sur les écrans 1080p 144 Hz. Je suis limité à 5 trucs dans les sondages YouTube, donc c'est pour ça que j'ai pas pu mettre plus. D'habitude, j'aurais même mis comme la dernière fois, rien ne m'intéresse, comme ça. Voilà. Mais bon, là, j'avais rien d'autre, donc yep. Enfin, j'avais pas d'autre place, donc j'ai fait ce que je pouvais. Je vois déjà que quelqu'un a laissé des commentaires. Donc n'hésitez pas à voter. Première news de la semaine, c'est le fait que Samsung va maintenant update Android sur leur téléphone plus longtemps que le fait Google, ce qui est assez exceptionnel parce que Google a souvent été indiqué comme l'un des leaders à ce niveau-là avec OnePlus, et du coup, c'est plutôt cool. Alors, il y a des petites astérix toutefois à côté. Déjà, ça a seulement à partir de pas mal de téléphones de 2019, donc si vous avez un ancien téléphone Samsung, ce ne sera pas forcément le cas.
Et aussi, il y a une autre astérix, c'est le fait que ça concerne évidemment les mises à jour majeures, mais les mises à jour aussi de sécurité. Donc les mises à jour majeures, ce sera jusqu'à 3 ans normalement. Donc c'est-à-dire que si vous achetez un téléphone Samsung, vous avez déjà acheté un téléphone Samsung, donc par exemple en 2020, vous aurez certainement jusqu'à Android 13, 14, quelque chose comme ça, ce qui est déjà franchement pas mal. Et du coup, les mises à jour de sécurité, elles, ce sera jusqu'à 4 ans, ce qui est plutôt bon. Personnellement, je pense que le strict minimum devrait être, quoi qu'il arrive, 2 ans pour les mises à jour majeures, parce que c'est littéralement la durée de garantie en Europe. Et les mises à jour de sécurité, par contre, selon moi, ça devrait être 5 ans minimum, parce que pas mal de gens utilisent leur smartphone très longtemps. Hein, ils l'utilisent jusqu'à quand qu'ils pètent, littéralement. Et 5 ans, c'est pas... Genre, pour une durée de vie de smartphone, c'est pas non plus énorme. Il y a des gens qui gardent leur smartphone plus longtemps que ça. Donc 5 ans, ça couvrirait déjà pas mal de gens. Et pour information, ça éviterait aussi des problèmes de sécurité majeurs. Comme ça a déjà été le cas par le passé, où par exemple, si vous avez un téléphone sur Android 6, vous avez des failles de sécurité majeures qui peuvent vraiment être problématiques, au point même que certaines applications de banque et tout ça refusent de fonctionner sur Android 6 tellement il y a de failles. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est important que ce soit mis à jour le plus longtemps possible. Et Android 6, bon, ça fait un petit moment maintenant Android 6 en réalité, mais ça fait pratiquement 5 ans, donc yep. Bref, dans tous les cas, voici la liste des smartphones concernés. Donc il y en a pas mal en réalité. Les plus notables, je dirais, c'est les A50 et les A51 qui sont très vendus. Franchement, j'en vois partout. Parce qu'ils sont souvent vendus avec des abonnements pas trop grands. Vous voyez, des petits abonnements à... Bon, je parle en prix belge ici, je tiens à le préciser. En Belgique, les abonnements à Internet et surtout téléphone, ils coûtent cher. Donc nous, un abonnement 20 euros, c'est un abonnement classique. Puis vous avez les abonnements moins chers à 10 euros, et puis vous avez les abonnements plus chers à 30, 50 euros et plus encore. Donc 20 euros, c'est un abonnement plutôt classique pour quelqu'un qui utilise quand même pas mal son téléphone. Et souvent, vous avez la possibilité d'acheter un téléphone Samsung de la gamme A50, A51 avec un tel abonnement et genre vous payez 1 euro ou autre chose. Donc il y a beaucoup de gens qui en ont du coup. Donc c'est une bonne chose qu'ils soient mis à jour. Vous avez les A71 aussi. Et puis évidemment tous les Galaxy S à partir de la série S10, dont le S10e, ça c'est important à noter. Et aussi le S20 Fan Edition normalement devrait être supporté. Oui, ici voilà. Donc ça c'est plutôt bon. Et aussi évidemment les Galaxy Tab. Ça aussi c'est assez important en réalité. Parce que les Galaxy Tab sont très populaires chez les enfants. Je le vois avec mes neveux. Ils ont tous des Galaxy Tab. Genre, il y a 2 dernières marques qui font vraiment beaucoup de tablettes. Il y en a d'autres, mais vraiment, celles qui sont un minimum sérieux, c'est Samsung et Apple. Apple coûte cher au niveau tablette, c'est minimum 300 euros pour un iPad. Et vous ne donnez pas un iPad de 300 euros à un enfant, parce que c'est un enfant, il va finir par le faire tomber et le péter. Donc vous lui donnez une Galaxy Tab à 200 ou 150 euros avec une énorme protection par-dessus. Comme ça, vous êtes sûr. Et en plus, l'avantage aussi des Galaxy Tab, c'est plus facile à réparer. Je le sais parce que j'en ai déjà réparé une qui était tombée. Donc bref, dans tous les cas, ça c'est une bonne chose parce que si c'est une tablette utilisée par un enfant, elle va être utilisée pendant des années. Des mises à jour de sécurité, ça fera pas de mal. Donc ça va partir notamment, le plus notable selon moi, c'est les Galaxy Tab A, notamment la Tab, où est-ce qu'elle était? Vous avez celle de 2019, ouais, ça c'est la plus importante je dirais. Mais yep, dans tous les cas une bonne chose, c'est pas parfait non plus. Je pense que les 3 ans de mise à jour majeure, c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est honnête. Je pense que pas mal de marques devraient fournir autant. Ça va un petit peu plus loin que la garantie, donc ça c'est cool. Mais par contre, les mises à jour de sécurité, je pense qu'on peut faire mieux. Franchement, on peut faire mieux, surtout que c'est pas le plus compliqué à faire les mises à jour de sécurité par information, parce que comme c'est pas des mises à jour majeures où vous devez refaire tout basiquement, c'est vraiment là juste ok. Il y a une faille de sécurité dans ça qu'on utilise. Faut juste appliquer un fixe ou arrêter de l'utiliser. Voilà, ça se fait plus simplement, ce genre de mise à jour de sécurité. Donc ça devrait être fait, selon moi, 5 ans minimum, quoi qu'il arrive, et je pense qu'il devrait y avoir une loi européenne à ce niveau-là. Maintenant, tout en parlant toujours d'Android, nous avons la version 12 d'Android qui est sortie en développeur preview. C'est la toute première développeur preview, donc tenez compte qu'on ne voit pas encore tout ce qu'il y aura dans Android 12. Tenez compte aussi que depuis... c'était Android 5 et 6. C'est à partir de 5. Les mises à jour d'Android sont plus rapides. Et du coup, il y a un petit peu moins dedans à chaque fois. Un petit peu à la iOS en quelque sorte. Même si des fois, il y a des grosses mises à jour.
Donc ici, vous avez quelques nouveautés. Vous avez notamment la nouveauté du fait que vous aurez le thème qui peut s'adapter à votre fond d'écran. Donc et là, il y a un fond d'écran avec des couleurs assez un petit peu beige et tout ça, chaudes. Du coup, littéralement, toutes les couleurs de l'OS se sont adaptées. Bon, là, c'était peut-être pas le meilleur exemple parce que certaines personnes ne vont pas aimer ces couleurs-là, mais si vous avez un fond d'écran bleu, ce sera dans les bleus, ce genre de choses. C'est évidemment activable normalement à long terme. Donc ça, c'est pas encore... Genre, ça, c'était un leak pour information, donc c'est pas encore vraiment disponible dans un développeur preview. Mais normalement, ce serait un truc où vous pouvez choisir, par exemple, thème light, donc blanc, thème justement sombre, ou alors thème adaptif, genre qui s'adapte selon votre fond d'écran. Donc ça, c'est une bonne chose selon moi. C'est plutôt cool. Ça dépendra de votre fond d'écran, évidemment, donc il faudra juste choisir. Je me demande ce que ça va faire aux gens qui choisissent comme fond d'écran des photos de famille ou autre chose, parce que là, il va avoir tellement de couleurs qu'à mon avis, l'OS va être en mode je ne sais pas quoi faire. Donc on verra bien. Mais dans tous les cas, c'est une bonne chose selon moi. Ce sera intéressant de le tester plus tard. Ils ont aussi encore rechangé les trucs de notification pour ceux qui se demandent. On le voit ici. Il les change tout le temps. Genre le truc de notification d'Android, c'est le truc qui change à chaque mise à jour. Donc vous voyez qu'il a encore un petit peu changé. Il y a aussi le fait que normalement, il devrait avoir un player. C'était ici. Fixe, donc c'est-à-dire que il n'est pas forcément dans les notifications, il est dans carrément les contrôles rapides. Donc ça vous permettrait de contrôler la musique depuis les contrôles rapides sans aller dans les notifications, donc c'est une bonne chose. Nous avons aussi le fait qu'ils ont rechangé comment ils affichent les paramètres de Android, et vous voyez que ça ressemble assez bien à ce qu'a fait Samsung, donc tout est décalé vers le bas, plus accessible si vous utilisez votre téléphone à une main, et je pense que c'est une bonne chose parce que les téléphones sont de plus en plus grands. La barre de recherche là-haut, il n'y a personne qui arrive à l'atteindre. Genre, vous devez utiliser vos deux mains pour l'atteindre. Donc, tout décalé vers le bas, ça me semble pas tiré par les cheveux. Surtout que tenez compte que si vous commencez à scroller vers le bas, ces trucs-là vont se décaler vers le haut. Donc, vous aurez autant de place au final. C'est juste que par défaut, vous avez un petit peu moins de trucs affichés pour accéder plus facilement à une main. Et en parlant d'une main, il y a normalement un mode une main qui doit arriver. Donc le Use One-Handed Mode, il y a certains trucs qui sont planqués dans le code pour information, mais il devrait avoir un mode une main qui devrait arriver qui ressemble assez bien à ce qu'a fait Apple sur les iPhones pour information. Donc vous faites genre un scroll vers le bas, il y avait une petite vidéo en réalité qui le montrait. Vous faites un scroll vers le bas et en gros ça vous permet de décaler toute l'interface vers le bas, tout simplement. Et donc ça vous permet d'accéder au-dessus de l'écran si vous êtes à une seule main. Donc s'il y a une barre de recherche, un bouton qui est seulement accessible en haut dans une application, ça vous permettra d'y accéder. Ça, c'est une bonne chose. C'est certainement l'une des choses assez intéressantes que iOS a et que Android n'a pas. Bon, la version iOS, selon moi, des fois c'est un petit peu bancal, des fois, je trouve. Il y a peut-être certainement moyen d'améliorer encore un petit peu, mais ça marche quand même bien, donc je pense que ce sera une bonne chose rajoutée à Android, surtout que les téléphones Android sont bien souvent encore plus gros que les téléphones iOS. Donc ça fera pas de mal. Ensuite, on en arrive à la news hardware de la semaine, la plus importante, la sortie de la RTX 3060 qui était énormément attendue. C'est la remplaçante de la 2060. C'est toujours les cartes les plus populaires qui se vendent le plus chez Nvidia. La 1060 notamment était une carte légendaire. Il y a encore des gens, je suis sûr et certain, qui regardent ces vidéos qui ont une 1060 et qui sont encore très contents d'elle. Surtout si vous avez encore une 1080 Ti, honnêtement, vous êtes tellement bien parce que franchement... Yep, elle a encore très bon niveau performance. Et puis, genre, elle est disponible dans votre PC, contrairement aux cartes actuelles. Enfin bref, du coup, cette 3500 était très attendue. J'ai fait une review dessus, donc vous pouvez la regarder dans le petit i au-dessus à droite si j'y pense, ou sinon elle est disponible sur la chaîne. Vous avez aussi beaucoup de reviews, d'autres reviews qui sont sorties. Tenez compte qu'il n'y a pas de modèle Founder Edition ici, donc c'est que des modèles custom, et du coup, il y a des variances. Donc certains modèles custom sont très bons, d'autres sont juste genre, le strict minimum, quoi. Donc, globalement, niveau performance, pour ceux qui se demandent, c'est une carte qui, normalement, est vendue 339 €. C'est pas du tout le cas. Elle est d'ailleurs pas en stock et les prix ont vite explosé, donc voilà. Mais même si on parle d'un point de vue performance, c'est pas la carte la plus intéressante forcément parce que, genre, elle apporte pas non plus énormément de nouveautés niveau performance. En gros, elle est au niveau au-dessus d'une 2070. Elle est plus performante qu'une 2060 Super, elle est moins performante qu'une 2070 Super, et elle est à peu près au même niveau de performance qu'une 5700 XT d'AMD. Et ça, c'est dans les jeux de manière globale. Si vous tenez compte par contre des jeux RTX, là, il y a une grosse upgrade.
elle est du coup à peu près au même niveau qu'une 2070 Super. Si vous êtes dans des jeux RTX, je dis bien si. Mais du coup, de manière générale, dans des jeux qui utilisent la rasterisation, c'est la technique de rendu actuelle dans la plupart des jeux vidéo, c'est basiquement le niveau de performance d'une 5700 XT. Ce qui a déçu, selon moi, pas mal de gens, et m'a déçu aussi parce que la 5700 XT, je me souviens, je l'ai déjà vue à 360 €. Et cette carte était annoncée à 339 €. Donc, ça veut dire qu'elle apportait à peine un petit peu plus, pour un petit peu moins cher. Donc, c'est pas je veux dire, en 2 ans, on s'attend à avoir mieux. Donc là, c'était, selon moi, un petit peu décevant. Et puis, évidemment, quand vous tenez compte qu'elle a explosé de prix, qu'elle n'est pas disponible, tout ça, bah alors là, je veux dire, il n'y a même plus besoin d'en parler. Mais bon, personnellement, je suis étonné que Nvidia n'ait pas fait mieux avec la 3060. C'est les cartes toujours les plus attendues, comme j'ai dit. C'était la remplaçante à la 2060 et la 1060. La 1060, quand elle est sortie, avait le niveau de performance d'une GTX 980 pour information, et elle coûtait moins de 300 €. Ici, on n'a même pas à peine plus qu'une 2070. Donc c'est comme si la 1060 était sortie et qu'elle avait le niveau de performance d'une 970. C'est quand même bien, hein, faut pas déconner, mais on s'attendait un petit peu à mieux. Surtout que ses grandes sœurs, elles, avaient un plus grand gain de performance. Donc c'est vraiment bizarre. Un autre truc bizarre, c'est le fait qu'elle soit différente de la version mobile. Donc la version 3060 mobile a plus de coups d'accord, et des fois elle a moins de RAM, elle a 6 Go dans certains cas, donc c'est un peu particulier. Et du coup, c'est une meilleure carte sur ordinateur portable en fait. Genre si vous achetez un ordinateur portable, vous voyez qu'il y a une 3060 dedans, c'est une bonne carte quoi. Bien qu'elle est proche des fois au niveau prix, j'ai vu beaucoup d'ordi portables avec des 3060 qui étaient très proches des 3070, donc autant prendre une 3070 à ce moment-là. Mais c'est pas un mauvais achat. Par contre, sur PC fixe, juste en mode, ouais, c'est pas incroyable. À part, évidemment, si on retombait au prix annoncé. S'il était à 339 €, je dirais, no problemo. Mais, c'est pas vraiment le cas actuellement. Vu qu'il y a des modèles qui ont dépassé les 500, 600 € même, j'en ai vu. Donc, ne vous attendez pas à grand-chose. Maintenant, l'autre truc notable avec cette carte, outre le fait qu'elle a aussi 12 Go de RAM, et c'est assez bizarre, c'est le fait qu'elle soit la première carte nerfée au niveau des cryptocurrencies. Donc, en gros, si vous installez le driver pour faire fonctionner cette carte, sans le driver vous aurez du mal, vous allez avoir un nerf au niveau cryptocurrency qui est automatiquement appliqué. Donc en gros, le driver détecte si vous minez des cryptocurrencies et réduit les performances de la carte. Donc là, la réduction se fait de à peu près 50%, et elle semble viser en particulier l'Ethereum, qui du coup est une cryptocurrency extrêmement populaire après le Bitcoin, et beaucoup de gens justement minent de l'Ethereum parce que l'Ethereum est toujours minable avec des GPU, alors que le Bitcoin, ça se mine maintenant avec des async. Donc ils minent de l'Ethereum et puis ils achètent des Bitcoin, ou alors ils revendent pour avoir de l'argent directement. Donc c'est la cryptocurrency certainement la plus populaire pour les mineurs. Ils ont décidé de la nerfer. Maintenant, bizarrement, si vous minez d'autres cryptocurrencies totalement différentes, le nerf marche pas. Donc en gros, vous pouvez miner à pleine puissance et puis en gros miner cette cryptocurrency secondaire et puis acheter de l'Ethereum ou acheter du Bitcoin avec, et au final ça revient au même. Donc en gros, ce nerf sert pas à grand chose. Donc pour ceux qui se disaient waouh, ça va être bien, je vais pouvoir acheter une 3060 parce que la plupart des mineurs ne vont même pas l'acheter. Non, ça n'arrivera pas. En plus, c'est en tenant compte que le driver ne soit pas hacké. Parce que le truc, c'est que c'est sûr et certain, ça a déjà été fait par le passé, il y a quelqu'un qui va hacker le driver et qui va redonner les pleines performances à cette carte pour miner de l'Ethereum. C'est à peu près sûr et certain. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais ça arrivera. Et donc, franchement, c'est assez décevant en fait. Du coup, le truc, vous pourriez aussi vous dire, mais c'est une bonne nouvelle qu'ils aient essayé de nerfer les cryptocurrencies. C'est plus complexe que ça, franchement. Il y a aussi une autre news qui va de pair avec, et on peut justement en parler maintenant. Et donc la news de pair qui va avec, c'est le fait qu'NVIDIA a annoncé leur première carte graphique pour le minage de cryptocurrency. Donc ce sont des cartes graphiques ici officielles NVIDIA. Par le passé, il y avait déjà eu des cartes spéciales pour le mining, mais c'était plus des dérivés faits par des marques de cartes graphiques, donc c'était différent. Donc là, vous avez les CMP 30HX, 40HX, 50HX et 90HX. C'est du coup des cartes qui n'auront pas de sortie vidéo normalement et qui sont vraiment faites juste pour miner des cryptocurrencies. Selon Nvidia, elles sont optimisées pour ça, à voir.
Des gens qui sont déjà assez bien dans la cryptocurrency ont déjà analysé un petit peu justement les chiffres donnés par Nvidia. Et le truc, c'est que c'est pas non plus des cartes les plus intéressantes, honnêtement. Et l'un des problèmes, alors c'est ça que vous allez vous dire, ok, oh, mais si Nvidia fait des cartes pour le minage de cryptocurrency, ça fait plus de cartes graphiques pour les gamers, ou alors ça permet de séparer l'inventaire, et du coup, les mineurs évitent de prendre les cartes graphiques faites pour les gamers. Le truc, c'est que non, pas du tout. Ça n'empêchera pas, parce que la 3070, la 3080, la 3060 Ti sont toujours pas nerfées au niveau driver, parce que de toute manière, quelqu'un pourrait utiliser un ancien driver, et donc ça ne change rien au fait qu'ils peuvent toujours les acheter. Ensuite, vous avez le fait que certainement, alors heureusement, les 3 premières cartes ici que vous voyez sont basées sur une ancienne architecture, donc c'est Turing à chaque fois, donc c'est l'équivalent des RTX 2000 en gros. Donc ça va, mais par exemple la toute grosse est basée sur Ampere, et visiblement au niveau de ses specs, c'est une 3080. Donc ça veut dire que, en fait, il y a une partie du stock ou une partie de la production qui va être utilisée pour faire des cartes graphiques pour le minage. Donc il faut tenir compte que c'est des cartes en moins normalement pour les gamers. Selon Nvidia, les inventaires sont séparés et ils utilisent apparemment des GPU qui n'auraient pas forcément été utilisés pour des cartes graphiques pour les gamers, selon eux. À voir si c'est vraiment le cas. Le fait que ce soit des Turing, la plupart, yep, c'est réellement le cas que ça ne devrait pas autant affecter les ventes de RTX 3000. Mais ça ne changerait au fait que pour les mineurs, c'est juste pas intéressant en fait. C'est pas intéressant. On ne sait pas les prix, mais le truc c'est que l'un des grands avantages pour les mineurs à prendre une carte graphique normale, c'est qu'ils peuvent la revendre après si genre il y a un crash des cryptocurrencies. C'est déjà arrivé par le passé. Au niveau de quand il y avait du coup en 2017 le premier boom du Bitcoin, ou plutôt techniquement le deuxième, vous avez beaucoup de mineurs qui utilisaient des 1060, des 1080. Et du coup, quand ça a craché, ils ont revendu leurs cartes. Et le problème pour Nvidia, quand c'est arrivé, c'est qu'il y a eu tellement de cartes d'occasion sur le marché que les ventes de cartes graphiques neuves ont chuté en fait. Par exemple, la sortie des RTX 2000, pour information, n'a pas vraiment été très bonne pour Nvidia. Genre, ils n'ont pas vendu autant qu'ils espéraient. Et c'est certainement dû au fait qu'il y avait beaucoup de cartes d'occasion pas chères. Quand vous pouvez acheter une 1080 ou une 1080 Ti pour beaucoup moins cher que les RTX 2000 pour à peu près le même niveau de performance, vous réfléchissez pas 2 secondes. Donc ici, le choix de Nvidia de sortir des cartes faites pour le minage de cryptocurrency est très calculé. En gros, ils veulent que les mineurs utilisent ces cartes qui, quand elles auront fini d'être utiles, ne pourront même pas être revendues aux gamers vu qu'il n'y a pas de sortie vidéo dessus. Comme ça, ils continuent de vendre des cartes graphiques aux gamers et ils ne se font pas avoir dans le futur par une arrivée massive de cartes sur le marché de l'occasion. C'est très calculé par Nvidia et honnêtement, ce n'est pas fait pour genre vous aider ou vous permettre d'avoir des cartes graphiques. Non, Nvidia ici essaye d'avoir le plus possible. Ils essayent de vendre le plus de cartes graphiques à tout le monde sans avoir de conséquences dans le futur. Donc, yep, ils sont juste là pour servir leur intérêt. Donc, honnêtement, pour ceux qui se disent peut-être se réjouissaient avec l'arrivée de cette news de se dire oh, il y aura peut-être plus de cartes graphiques pour les gamers. Non, certainement pas. Donc, yep, extrêmement décevant selon moi, mais c'était prévisible honnêtement. On le dit souvent, je le dis souvent même dans le Texama Show, les marques ne sont pas vos amis, ils sont là en réalité pour plus vendre un produit. Certaines marques sont beaucoup plus respectables d'autres, ça c'est sûr et certain. Mais globalement, quand vous avez une marque qui a des actionnaires, qui est en bourse et tout ça comme Nvidia, eux, ils visent un plan à long terme pour garder leur profit. C'est tout. Donc, voilà, c'est basiquement ça. Maintenant, on a une autre news niveau hardware qui est assez overkill. Bon, pas forcément pour tout le monde, hein, mais bon, vous avez les leaks qui commencent à arriver sur les futurs AMD EPYC, les Genoa, je ne sais pas comment le prononcer, qui seraient basés sur Zen 4. Donc je vous rappelle qu'actuellement les Ryzen 5000 c'est Zen 3 et qui aurait jusqu'à 96 cœurs sur 12 chiplets avec jusqu'à de la DDR5 en 12 channels. Donc actuellement, genre, un PC normal, c'est du dual channel. Genre, vous mettez 2 barrettes, elles fonctionnent ensemble, c'est génial. Si vous en mettez 4, elles fonctionnent techniquement ensemble, mais elles fonctionnent en double channel, en gros. Donc il y en a 2 qui elles fonctionnent par paire, en gros.
Ici, on parle de 12 channels, c'est-à-dire qu'il y aura 12 slots de RAM minimum sur les cartes mères, ce qui est assez abusé, et en DDR5. Et du coup, ça utiliserait un nouveau socket qui serait le LGA 6096. Donc 6000 pins sur ce socket. Enfin, c'est juste énorme. Donc là, c'est les pics actuels qui sont déjà très grands. Pour information, ça ressemble à... Franchement, si j'en avais un dans ma main, ce serait à peu près comme ça. C'est un biscuit, le truc. C'est la taille d'un fucking biscuit. Genre un processeur, normalement, c'est plus petit. Non, là, c'est énorme. Et là, c'est encore plus grand, quoi. Et on peut voir les chiplets. Donc ça, c'est un processeur Ryzen normal, un 3000... pas 3000, un 5800X ou un 5900X, ce serait 2 chiplets, pour information. Et là, vous voyez, il y en a beaucoup plus. Donc c'est totalement overkill, c'est pas pour monsieur tout le monde, c'est juste cool à voir, selon moi, de se dire, wow, c'est complètement épique. Ma foi, ils ont bien choisi le nom. Et donc, ouais, j'ai juste envie de dire, Intel, j'espère que vous avez quelque chose de prévu, parce que ça va faire très mal. Pour information, le marché du serveur est là où se fait le plus d'argent Intel. Ça, c'est un truc que les gens ne se rendent pas compte, mais même si AMD botte les fesses d'Intel au niveau processeur fixe, donc même au niveau des ordinateurs portables, Intel se fait toujours le plus d'argent possible sur tout ce qui est serveur avec les Xeon. Parce qu'ils vendent des processeurs pratiquement identiques honnêtement à des processeurs d'ordinateurs fixes, mais pour 2, 3, 4 fois plus cher. Donc c'est énorme niveau profit. Et bien souvent, comme c'est pour serveur, ils en vendent des centaines à la fois. Et du coup, c'est là qu'AMD essaye de concurrencer le plus Intel, parce que c'est le dernier gros marché. Et même si AMD a une meilleure offre qu'Intel d'un point de vue pure performance, Intel a une certaine réputation qui est très importante et très respectée dans tout ce qui est serveur, même si évidemment, c'est pas forcément au niveau prix, parce que là, tout le monde est d'accord pour dire qu'Intel est souvent cher, mais c'est juste que c'est stable, ça marche hyper bien, il n'y a aucun problème, ça marche, quoi. Donc beaucoup de gens au niveau serveur continuent même des fois à utiliser des processeurs Intel, même s'ils sont moins intéressants au niveau performance, parce que juste, ils savent que ça marche et qu'il y a les fonctionnalités qu'ils veulent. Donc AMD, petit à petit, arrive à prendre des parts de marché, mais du coup, ici, c'est, à mon avis, une manière pour eux de vraiment mettre un clou dans le cercueil et de dire, OK, là, on va sortir un produit tellement intéressant que même si on n'est pas aussi bien qu'Intel d'un point de vue genre support technique ou ce genre de choses, on est quand même un petit peu en retrait. Le gain de performance derrière est tellement important que ce serait stupide d'acheter un Xeon en gros. Après, on verra bien ce que fera Intel. Moi, je le rappelle encore une fois, c'est la même chose avec la news Nvidia juste avant. Les marques ne sont pas vos amis. Même si AMD a fait beaucoup de choses qui sont bonnes pour le consommateur, ils ont fait aussi des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Et surtout, s'ils sont dans une position dominante, comme l'était avant Intel, et l'est toujours un petit peu Intel, parce qu'il faut tenir compte qu'Intel a encore la plupart des parts de marché, le temps que les machines évidemment se fassent remplacer. Si AMD se retrouve dans la même position, ils en profiteront sur les niveaux prix. Ils monteront les prix, les processeurs coûteront plus cher. Donc, ce que vous voulez, encore une fois, c'est que Intel, AMD soient à peu près au même niveau, ils continuent de se bagarrer, et nous, on sera juste dans le public, en train d'applaudir, parce que ce sera fun à regarder. Alors que s'il y en a un qui est juste en train de tabasser un autre au sol, c'est pas très fun à regarder. Donc, yep. Croyez-moi, vous voulez que Intel arrive à sortir quelque chose qui peut contrecarrer ses processeurs. Mais en attendant, c'est quand même cool à voir. Ensuite, on a une news au niveau un petit peu smartphone très rapide, que je trouvais intéressante, surtout au niveau du fait qu'une marque allemande a sorti un smartphone avec une finition arrière, ou plutôt une coque arrière en fibre de carbone. C'est quelque chose que je suis étonné qu'on ne voit pas plus. Il y en a déjà eu par le passé, hein, mais on n'en voit pas beaucoup, alors que beaucoup de constructeurs de smartphones essaient d'avoir la finition la plus haut de gamme possible. Il y a même des marques qui ont sorti des arrières en céramique, ce qui coûte la peau des fesses, beaucoup plus cher que la fibre de carbone, honnêtement. Et du coup, c'est étonnant qu'on n'en voit pas plus, en fait, parce que la fibre de carbone, c'est très résistant, ça laisse passer les ondes, normalement, il me semble, oui. Donc, ça veut dire que normalement, vous devrez avoir une bonne réception et tout ça, parce que l'un des défauts à avoir un arrière en métal, c'est que les ondes ont du mal à passer, donc vous devez laisser des antennes visibles. C'était le cas en 2013-2014, il y avait beaucoup de smartphones avec des arrières en métal, y compris les iPhones à l'époque, et ouais, il y avait des soucis avec les antennes si c'était trop couvert. Donc, la fibre de carbone a pas mal d'avantages. C'est pas parfait non plus, hein, tenez-en compte, la fibre de carbone est très résistante, mais beaucoup de gens l'oublient. Il y a un rapport entre la résistance et la dureté d'un matériau. Donc le verre, par exemple, est un matériau très dur,
tout comme le diamant est le matériau le plus dur qui existe. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez griffer un diamant, il vous faudra littéralement un autre diamant. Si vous voulez griffer du verre, il vous faudra quelque chose d'aussi dur que le verre. Donc soit du verre, soit quelque chose de plus dur que du verre, par exemple du diamant. Ou un grain de sable, par exemple, c'est très dur. Donc ça peut griffer justement du verre. Donc c'est pour ça que par exemple les écrans Gorilla Glass peuvent résister à du métal parce que le métal est moins dur que le verre. Mais par contre, le verre, lui, n'est pas très résistant. C'est-à-dire que vous essayez de le griffer, vous n'y arriverez pas. Mais par contre, si vous prenez un marteau, vous tapez une fois dessus, il est cassé. Du coup, il y a souvent une relation entre la dureté et la résistance des matériaux. Donc s'il est très dur, il est moins résistant. Et s'il est très résistant, il est moins dur. La fibre de carbone est très résistante. Mais du coup, elle est moins dure. Je ne sais plus l'indice de dureté de la fibre de carbone. Donc si quelqu'un le sait, il peut le mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse. Je suppose que ça doit être moins dur que du métal. Plus dur que du plastique, mais beaucoup plus résistant que du plastique, ça c'est sûr. Même plus résistant que du métal, c'est pour dire. L'avantage aussi, c'est un peu comme le plastique, c'est que ça peut se déformer et retrouver sa forme, alors que le métal, si vous le déformez, ben, il sera déformé, c'est tout. Donc, yep, pas mal d'avantages à utiliser comme arrière de smartphone. Ça coûte cher toutefois, et la fibre de carbone, il faut faire attention quand vous travaillez avec. Mais j'aimerais personnellement voir plus de téléphones avec. Parce que les arrières en plastique, pour moi, ça ne me dérange pas. J'aime assez bien. Il y en a qui sont très bien faits, honnêtement, avec une finition mat et tout. Mais une fibre de carbone, ça fait haut de gamme, tout simplement. Et normalement, ça ne devrait même pas coûter si cher que ça pour juste l'arrière d'un smartphone. C'est pas énorme au niveau de taille pour de la fibre de carbone. Donc, yep, ça m'étonne qu'on n'en voit pas plus. Après, il y a certainement des raisons. Mais en tout cas, j'espère qu'on en verra plus. Donc, c'était juste une petite news rapide là-dessus. Et enfin, la dernière news hyper intéressante cette semaine-ci, c'est au niveau du fait que Persévérance est arrivé enfin sur la surface de Mars. Je pense que vous avez vu pas mal de choses, mais je tiens à le parler parce que personnellement, j'adore tout ce qui est au niveau de l'espace. Donc, Persévérance était le nouveau rover de la NASA qui était lancé en 2020 pour information. Son but, comme tous les rovers en général, c'est d'étudier la surface de Mars. En particulier, Persévérance ici a des outils supplémentaires. Il peut forer un petit peu plus profond que les autres rovers. Il va collecter d'ailleurs des échantillons qu'il va mettre dans des petites capsules et larguer littéralement derrière lui. Et un autre rover viendra les récupérer pour ensuite les mettre dans une mini-fusée qui va redécoller et les apporter à nous. Donc ça va être incroyable déjà ça. Il a aussi un mini-hélicoptère accroché en dessous de lui qui va pouvoir décoller et regarder ce qui se passe depuis le haut. On pouvait déjà voir ce qui se passait depuis le haut, avec des satellites qui tournent autour de Mars, mais on est quand même à une certaine distance. Ici, cet hélicoptère verra la surface avec de la hauteur, mais quand même suffisamment proche pour voir les détails de la surface. Et ça, c'est très intéressant. On a aussi une vidéo de l'atterrissage de Persévérance qu'on va voir juste après. C'est assez exceptionnel parce que c'est la première fois qu'on a une vidéo de l'atterrissage avec la Skycrane en plus. La Skycrane, c'est ça. C'est littéralement un module avec des moteurs qui ralentit avant d'arriver à la surface de Mars, a des petits câbles, donc littéralement crane, c'est-à-dire grue, donc c'est une grue qui dépose le rover à la surface et puis juste décolle et s'en va et se crache plus loin. C'est incroyable, franchement. Ce système-là, pour info, n'a jamais pu être testé pleinement sur la Terre parce que le truc, c'est que la Terre n'a pas la même atmosphère, n'a pas la même gravité. Donc, ils ont pu tester les moteurs vite fait. Ok, le moteur fonctionne comme il devrait fonctionner. Ils ont pu tester le système de justement grue, mais ils n'ont jamais pu tout tester ensemble sur la surface de la Terre parce que c'est juste pas possible. Et ils l'avaient déjà utilisé par le passé pour Curiosity notamment. Donc, ça veut dire qu'ils ont designé un système extrêmement complexe qui fonctionne de manière autonome parce qu'il y a un délai de transmission avec Mars. Vous ne pouvez pas contrôler les choses en direct sur Mars. Vous envoyez une information, vous envoyez un ordre au rover et il faut plusieurs minutes pour que ça revienne. Donc là, le délai total pour information était de plus de 10 minutes. Donc, quand il se passait quelque chose pendant l'atterrissage, il ne savait que 10 minutes après si ça s'était bien passé, basiquement. C'est incroyable. Et du coup, cette Skycrane fonctionne de manière totalement autonome. Fonctionne pour la première fois, du coup. Enfin, bon, maintenant, ça a déjà fonctionné plusieurs fois, mais ils ne savent même pas comment ça, si ça fonctionne correctement. Et ça dépose le rover à la surface. Enfin, c'est incroyable. Et pour la première fois, ils avaient une vidéo du fonctionnement de la Skycrane. Donc, je pense que vous devez bien vous en douter, mais les scientifiques qui l'ont développé étaient très, très, très contents de voir leur création littéralement en action. Et c'était franchement incroyable à regarder.
Aussi, un truc intéressant avec Perseverance, c'est qu'il a atterri, vous le voyez ici, il y a une sorte de delta, il a atterri dans un cratère qui est du coup à côté aussi d'un delta. Donc il y avait des anciennes rivières à la surface de Mars et on veut savoir justement s'il y avait peut-être des traces de vie ou autre chose. Donc idéalement, oui, on cherche des traces de vie, mais là on cherche surtout aussi s'il y avait peut-être des compositions chimiques qui indiquaient que la vie aurait pu être possible. Donc c'est ce qu'on va regarder, enfin c'est ce qu'ils vont regarder eux, et surtout Persévérance pendant les années à venir, prendre des échantillons, analyser le sol et voir ce qui se passe. L'hélicoptère aussi aidera parce que comme on est dans un cratère, il y a beaucoup de terrain très accidenté. Les autres rovers de la NASA avaient été posés à des endroits beaucoup plus genre tranquilles au niveau relief. Donc là, ils ont justement pu le faire à un endroit très accidenté grâce aussi à des nouveaux systèmes. Notamment la Skycrane avait une upgrade par rapport à avant. C'est qu'elle avait littéralement les maps des cartes de Mars enregistrées, un petit peu comme un GPS. Et en gros, il comparait ces maps à ce qu'il voit avec des caméras. Et du coup, avec un petit peu d'intelligence artificielle, il essaie de détecter un endroit idéal pour se poser, en gros. Essayer de trouver un endroit avec le minimum de rochers et tout. Et ça a plutôt bien marché, puisque Persévérance est sur la surface de Mars. Donc ouais, il y a franchement plein de trucs incroyables. Pour information, beaucoup de gens ne se doutent pas, mais les rovers sont très gros. Donc ça fait la taille d'une bagnole. Genre vraiment, vous pourriez vous mettre dessus et voyager avec lui. C'est pour dire à quel point c'est gros. Aussi, ça se déplace très lentement. Genre vraiment très lentement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de rouler très vite vu que, premièrement, il n'y a personne pour contrôler le rover en direct. Deuxièmement, la surface est accidentée. Donc on ne sait pas ce qui peut arriver. Et troisièmement aussi, pour éviter l'usure. Parce que si vous le roulez lentement, il y a moins d'usure. Il y en aura quand même. Notamment, vous avez Curiosity qui a commencé à avoir des problèmes au niveau de ses roues. Mais yep. Du coup, le plus impressionnant avec ce rover, quoi qu'il arrive, ça reste cette vidéo de l'atterrissage qui est juste incroyable. Je vous la mets ici. Vous aurez un lien dans la description. Allez le voir, franchement. Donc là, vous avez par exemple le déploiement du parachute. Donc ce parachute ne permet pas d'atterrir. Pour information, l'atmosphère de Mars est très fine. 1% de celle de la Terre. Donc c'est aussi d'ailleurs pour ça que quand vous voyez un des défauts notamment que vous avez dans justement Coincé sur Mars là, donc avec Matt Damon, quand il est coincé sur Mars, il y a une tempête au début du film et la tempête fait voler des objets et tout ça. Le truc c'est sur Mars, l'atmosphère est tellement fine que vous auriez un vent à 200 km/h, vous le sentiriez pas vraiment parce qu'il y a, en gros, il n'y a pas beaucoup de volume d'air qui peut vraiment, même à 200 km/h, se taper contre votre tête, quoi. Donc, c'est la même chose pour les parachutes. Comme il y a très peu, la densité d'air est tellement fine, un parachute ne marche pas aussi bien. Donc là, ça sert juste à ralentir, et puis après, il atterrit avec justement des moteurs avec la Skycrane. D'ailleurs, c'est aussi intéressant au niveau du fait que l'hélicoptère, qui est du coup un des instruments de justement ce rover, l'hélicoptère est très petit déjà, pour information. Il est très léger surtout et les pales qui sont dessus tournent à une vitesse incroyable parce que, encore une fois, l'atmosphère est très fine. Donc, vous n'avez pas autant de portance que sur la Terre. D'ailleurs, l'angle d'attaque aussi des pales est plus important pour essayer de pousser un maximum justement d'air et avoir le plus de portance possible. Donc, l'atterrissage, incroyable, franchement. Je le redis, c'est... Il y a peut-être des gens qui réalisent pas que c'est littéralement des images qui sont passées d'un atterrissage qui s'est passé à des centaines de milliers de kilomètres d'ici, sur une planète étrangère. Donc après le déploiement du parachute, là c'est l'autre caméra. Le fait que ce soit noir, c'est parce que la caméra est littéralement derrière le bouclier thermique qui est en dessous du rover qui permet de le protéger au début de la descente, vu que quand vous arrivez à pleine vitesse, même dans une atmosphère très fine, il y a beaucoup de chaleur avec le frottement. Donc là, ils sont suffisamment ralentis pour que ça ne pose plus de problème, donc ils le drop pour réduire le poids. Donc ça, c'est la surface de Mars. On le voit, on est assez haut encore à l'heure actuelle. On voit d'ailleurs le bouclier thermique continue de tomber en mode... Ah, et puis évidemment, il va finir sa chute violemment sur le sol, c'est pas grave. Là, je vais un petit peu avancer, je vous invite à regarder la vidéo par vous-même, vous allez voir, c'est très intéressant. Et du coup, là, on arrive vraiment... Alors, on a du mal à voir l'échelle des choses, parce que sur la Terre, on aurait un arbre, on aurait une maison, vous voyez, pour voir l'échelle des choses. Même un arbre, ce serait largement suffisant. Mais là, il n'y a rien. C'est juste un désert géant. Il y a des cratères,
Mais aussi bien, le cratère que vous voyez là, il fait 10 km de large, vous ne le savez même pas en fait. Donc, yep. Je pense qu'ils auraient dû peut-être mettre une échelle à distance, ou nous dire, oh, ça représente autant. Parce que c'est dur vraiment de se rendre compte. Donc là, on se rapproche et c'est à peu près vers... Commence ici, voilà. Donc là, la Skycrane est déjà activée, pour information. Donc, c'est-à-dire que le rover est déjà descendu. Et surtout, les moteurs sont déjà allumés de la Skycrane. Donc, elle est en train de ralentir et elle approche le plus possible du sol. Et puis, elle finit de descendre le rover sur la surface. Et du coup, là, on commence à avoir d'autres images. Donc là, c'est maintenant que ça va se détacher justement de la Skycrane. Donc là, c'est une caméra qui montre la Skycrane. Voilà, il commence à être descendu. Et on a une image du rover qui est descendu depuis la Skycrane. Donc, ils se regardent l'un l'autre, quoi. Et franchement, enfin, c'est tellement cool. Donc, vous avez 3 câbles qui soutiennent le rover. Ça, c'est un câble vidéo. C'est ce qui fait venir la vidéo depuis la Skycrane jusqu'au rover, parce que c'est le rover qui enregistre la vidéo ici, qui la transférera plus tard. Parce que ça n'a pas été fait en direct. Hein. Ils ont dû transférer cette vidéo pendant des heures, même des jours, littéralement. Donc, ça prend du temps, des fois, de transférer surtout des vidéos en haute résolution. Et là, du coup, on perd la vidéo de la Skycrane parce qu'elle s'est détachée. Et juste, elle s'envole et elle va se cracher plus loin, pour information. Et voilà, ils ont atterri. Donc là, on voit une réaction, ils sont contents. Mais en réalité, si vous avez regardé le live où ils ont fait tout ce qui est atterrissage et tout ça, eux, ils avaient juste des informations. Ils avaient juste genre le rover qui envoie un ping en mode « Hey, je vais bien, j'ai atterri ». Donc, ils n'avaient aucune vidéo ni rien. Ils ont eu les premières images assez vite qui montraient la surface, mais c'est à peu près tout. Donc la vidéo, ça a pris du temps pour la transférer, mais c'est juste... Je sais qu'il y en a qui sont pas trop l'espace et tout ça, mais c'est tellement impressionnant, quoi. Il y en a aussi qui vont être en mode, ouais, pourquoi on fait ça alors qu'on a des problèmes sur Terre? Juste envie de dire, le truc c'est que si vous pensez que faire ça est un gâchis d'argent, il y a peut-être d'autres trucs que vous devriez vous intéresser, parce qu'il y a des plus gros gâchis d'argent sur la Terre à l'heure actuelle. Ce rover a coûté des milliards, mais il y a des choses sur Terre qui servent franchement pas à grand-chose, qui coûtent des centaines de milliards. Donc, Et puis, je pense que dans la nature humaine, on veut toujours explorer. Hein. C'est le résumé de la nature humaine, explorer. Vous avez toujours quelqu'un qui est prêt à explorer, parce que c'est dans notre nature. Même quand vous êtes enfant, je sais pas vous, mais moi j'habite à la campagne, ben, j'allais explorer la forêt, quoi. J'allais voir qu'est-ce qu'il y a plus loin, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colline, qu'est-ce qu'il y a derrière cet arbre. Je pense que c'est dans la nature humaine, quoi. Donc, voir ce qu'il y a à la surface d'une planète qu'on voit dans notre ciel depuis littéralement des milliers d'années, qu'il y a déjà des personnes qui pouvaient voir depuis pas mal de temps, et voir ce qu'il y a dessus, être dessus, enfin, c'est juste incroyable. Donc, je sais que c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui vont dire que c'est du gâchis d'argent ou autre chose, mais ouais, je suis désolé. Même s'ils le faisaient pas, même s'ils n'avaient pas de... Si je pouvais personnellement moi donner de l'argent pour qu'ils puissent mettre des rovers sur la surface de Mars, je le ferais sans aucun problème, parce que je trouve ça intéressant. Il y a aussi d'autres trucs que j'aiderais à financer, mais ce serait un des trucs selon moi qui serait aussi important. Et puis, faut pas oublier la science. Il y a des gens qui sous-estiment souvent, mais si on n'avait pas mis de satellite en orbite, on n'aurait pas de système GPS, on n'aurait pas de satellite pour observer même à l'avance la météo, pour prévenir des catastrophes naturelles. On n'aurait pas beaucoup de choses. Il y a des fois de la science qui est faite pour un autre but et qui servent au final à tout le monde. Ça a souvent été le cas aussi en médecine. On développe quelque chose, puis on se rend compte que, en réalité, c'est très utile pour genre sauver des vies. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc si vous sous-estimez des fois l'utilité de la science, dites-vous que ça finit toujours par retomber avec des effets positifs sur les gens. Et puis des fois aussi c'est négatif parce que ça fait des armes, mais bon, ça c'est autre chose. Bref, dans tous les cas, très impressionnant. Moi je trouve ça hyper cool. Vous aurez la vidéo dans la description, allez la voir, ça vaut la peine. Vous avez aussi l'audio de la NASA où ils décrivent les événements au fur et à mesure. Donc c'est très intéressant. Ils ont fait aussi une conférence de presse où ils parlaient de tout ça. Je vous invite à aller la voir si vous savez parler anglais. Ça vaut la peine. Ah, et d'ailleurs, une mini news aussi, à part, pas avec Persévérance, mais normalement, SN10, nouveau prototype de SpaceX, qui a vu son petit frère, ou plutôt son grand frère, se cracher littéralement devant lui, hein, qui était SN9, devrait faire son test aujourd'hui, mais j'y crois pas trop. Donc, c'est cette semaine-ci, SN10 va être testé, basiquement. On verra ce que ça donnera. J'ai hâte de voir ça.
Si je le peux, je ferai un live. Ça dépend à quel moment c'est. Normalement, SpaceX fait leur propre live à eux. Donc, éventuellement, je me préparerai. Je serai prêt à lancer un live Texama. Donc, si je lance un live, c'est que le lancement est imminent, basiquement. Donc, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion parce que ça va être certainement très court. En général, ça dure, quand SpaceX lance le live, ça dure même pas une demi-heure. Parce qu'il lance le live, genre, quelques minutes avant le décollage. Ça décolle, peut-être ou pas. Et puis, genre, ça se crache ou ça atterrit. On verra bien. Hâte de voir ça aussi. Du coup, ça arrivera courant de semaine. Ou sinon, je vous en parlerai dans le prochain Texama Show. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour un prochain et pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voter sur le sondage, comme j'ai dit. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir la review de la RTX 3060 ou même la vidéo de la NASA. Merci à tous et on se revoit pour une prochaine. Ciao, ciao!